Bien, bonjour, mais merci d'être venu nous écouter. Donc cette table ronde est un peu, enfin pas atypique, mais c'est un sujet que je n'ai jamais traité vraiment à fond. Donc à cette occasion, j'ai dû un peu me rafraîchir les idées. Donc voilà comment on va procéder. On va brièvement vous présenter 3 aspects de ce problème de les ressources pour les abeilles. Moi, je vais vous parler brièvement des abeilles sociales, donc bourdons et abeilles mellifères, mais à l'état sauvage, c'est-à-dire auxquelles on ne prélève pas de miel, mais qu'on ne nourrit pas. Hugues vous présentera la problématique des abeilles solitaires, qui sont parmi les abeilles sauvages de loin les plus nombreuses. Et puis, j'ai oublié ton prénom. Jean-Marc, lui, parlera des abeilles de production, des abeilles domestiques, des ruches. Donc, par rapport à cette question des abeilles sociales, les bourdons et l'abeille mellifère, ce sont, contrairement aux abeilles solitaires qu'on verra tout à l'heure, ce sont des espèces qui sont présentes tout au long de la saison. L'abeille mellifère en très forte quantité tout le temps, puisqu'elle hiverne en colonie, donc dès qu'elle se réveille, de nombreuses butineuses sortent. Pour les bourdons, c'est plus progressif, parce que seules les reines hivernantes sortent à la fin de l'hiver, au début du printemps, donc elles ont besoin évidemment de ressources, mais comme elles sont beaucoup moins nombreuses que les abeilles, le risque de famine pour elles est quand même moins important. Par contre, leurs colonies vont se développer au cours du printemps, et en été, comme les abeilles mellifères, elles vont avoir des gros besoins, en automne aussi, mais ça décroît en automne. Donc grosso modo, pour ces espèces-là, l'enjeu c'est une floraison précoce, disposition d'une floraison mellifère précoce pour les abeilles à la sortie de l'hivernage. Ça veut dire grosso modo du 15 février au 15 ou 20 mars, enfin ça dépend des régions, parce que moi je suis en Charente-Maritime, mais grosso modo quand les arbres fruitiers commencent à fleurir en masse, le prunellier commence à fleurir en masse, c'est fini, il n'y a plus de risque de famine, en tout cas à cause de floraison insuffisante. Le risque de famine, c'est s'il y a du mauvais temps. Ensuite, tout le printemps et même le début de l'été, on a des floraisons relativement abondantes, aussi bien dans la flore cultivée que dans la flore sauvage, avec les dernières floraisons mellifères fin du printemps, tout début de l'été. Je pense notamment aux tilleuls et aux châtaigniers. Il y a le creux de l'été, ça c'est vraiment le problème crucial pour ces espèces bourdons et abeilles à l'état sauvage qui ne sont pas nourries, rappelons-le. Et après, l'automne, ça va mieux, au moins les années où il pleut, parce que cette année, ça peut être problématique, parce qu'on va avoir de nouveau des floraisons, et notamment une très importante floraison qui est le lierre, qui va permettre aux abeilles de boucler l'élevage de la génération d'hiver, et qui va permettre aux reines de bourdons, toutes les vieux bourdons de l'année meurent, les mâles aussi, la vieille reine meurt, mais les jeunes reines fécondées, elles vont passer l'hiver et elles ont besoin de réserves de graisse qu'elles vont pouvoir accumuler, notamment sur cette dernière floraison de lierre. Donc en gros, on a tout ça, et on a une autre ressource très importante pour ces 2 catégories, auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peut faire la différence dans certains étés, notamment certains étés secs. C'est ce qu'on appelle le miellat de puceron, c'est-à-dire les déjections sucrées des pucerons qui sucent la sève des arbres. Donc même si les fleurs ne sont plus là, même si les fleurs ne produisent plus de nectar parce qu'il fait trop sec, comme en ce moment, ce miellat de puceron, qui est assez peu apprécié en apiculture, sauf peut-être le sapin, parce que par ailleurs il pose des problèmes, c'est quelque chose qui va permettre à ces espèces à l'état sauvage de boucler en quelque sorte leur stock de nourriture. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et si on veut en quelque sorte avoir une action volontariste vis-à-vis de la nourriture, de la mise à disposition de nourriture vis-à-vis de ces espèces, il faut intégrer cette question du miellat qui peut être une ressource alternative très intéressante. Merci Vincent. Alors, puisqu'on parle de ressources mellifères et d'abeilles, en premier lieu, je voulais distinguer l'abeille mellifère des autres abeilles. Mellifère, ça veut dire qui portent le miel. Linné l'avait appelé mellifique,
qui fabrique le miel, et il a rectifié en mellifère, qui porte du miel, puisqu'elle porte du nectar qu'elle va déshydrater pour le transformer en un produit imputrescible à 17-18% d'eau, qui peut être stocké pendant des milliers d'années dans des conditions optimum comme une pyramide, par exemple, parfait. Mais en fait, le principe, c'est juste de distinguer cette espèce qui va modifier du nectar en une substance imputrescible pour se nourrir pendant l'hiver lorsqu'il n'y a plus de fleurs. C'est les abeilles mellifères. C'est le cas en Inde ou dans la péninsule arabe pour la saison sèche. C'est d'autres apis, serrana, dorsata, florea, qui fabriquent aussi un miel pas au sens FAO, pas aussi imputrescible que celui-là, mais qui leur permet de se nourrir pendant la saison pendant laquelle il n'y a pas de fleurs. Et ça, c'est à distinguer de l'ensemble des abeilles sauvages. Et parce que les abeilles viennent prélever donc du nectar pour faire le miel, mais du pollen pour la croissance des larves. Et ça, c'est la nourriture de toutes les abeilles, au sens large. Donc quand on dit abeilles, en France, il y a 1 millier d'espèces d'abeilles, il y en a 2000 en Europe, il y en a 20 000 dans le monde, mais ce n'est pas les seuls pollinisateurs. Et je ne vais pas y revenir, on vient d'en parler pendant la conférence avant, mais il y a 5600 papillons, il y a 11 000 coléoptères dont la moitié vont dans les fleurs, il y a 6500 mouches et moustiques. Bref, il y a au moins 20 à 25 000 espèces de floricoles et de pollinisateurs en France, dont, je vous répète, 1 millier d'espèces d'abeilles. Alors qui peuvent être monolectiques, c'est-à-dire qu'elles vont dans une ou quelques espèces de fleurs très très proches, ou bien généralistes, on dit polylectiques, elles vont dans une grande diversité de fleurs. Ce qui est le cas des bourdons et des abeilles mellifères, qui peuvent aller dans une marguerite ou bien une sauge. Voilà. Alors que chez les abeilles solitaires, il y en a qui vont être inféodées aux fleurs de type marguerite ou aux fleurs de type pissenlit, et d'autres aux fleurs de type sauge ou vesse. Et donc le spectre de butinage va être grandement réduit. La saisonnalité importante, comme l'a évoqué Vincent aussi, c'est qu'il y a des espèces très printanières qui sortent quand il fait 6, 7, 8 degrés, alors que l'abeille mellifère sort à 12, 13. Donc les printemps tardifs ou dans les régions plus nordiques, lorsque les arbres fruitiers sortent, d'ailleurs, c'est pas les abeilles mellifères qui sont dessus, mais c'est les anthophores, les bourdons, les osmies, bref, les abeilles qui sont recouvertes de poils et qui sont adaptées à des milieux plus frais et plus humides. D'ailleurs, les bourdons sont les abeilles les plus en danger, puisque ce sont des espèces très velues, inféodées à des milieux plus chauds, plus secs, altitude élevée ou latitude élevée. Et alors, on a pu mesurer sur la liste rouge des abeilles 46% des espèces. Sur les 54% restants, il n'y en avait pas assez de données pour évaluer leur statut de vulnérabilité. Mais sur les 46% qui ont pu être évalués, donc moins de la moitié, je vous répète, ce qui est plutôt de mauvais augure, il y a 10% des abeilles qui sont menacées d'extinction à court terme et 26% des bourdons. Donc, vous voyez, ils sont plus sensibles que les autres. Donc évidemment, ce sont des agents pollinisateurs extrêmement importants. Et pour comparer, et là, il n'y a aucun dénigrement dans ce que je vais dire, parce que je suis entomologiste, naturaliste, mais aussi apiculteur amateur et grand fan de l'apiculture. Je me soigne avec les produits de la ruche, les aromiels, le miel sur les plaies. Bref, je n'utilise pas de médicaments, mais c'est mon médicament essentiel. Cela dit, il faut distinguer les abeilles mellifères des abeilles sauvages. Au même titre, et il n'y a aucun dénigrement dans ce que je vais dire, au même titre qu'il faut distinguer les poules domestiques, pondeuses, marines, chapons, tout ça, des oiseaux. Quand on parle de l'abeille mellifère, c'est un petit peu différent avec les abeilles férales dont traite Vincent, c'est-à-dire les abeilles soit qui sont restées sauvages, soit qui sont redevenues sauvages et qui se renaturent. En termes d'apiculture, on a une sélection, et donc on a sélectionné cet aspect besogneux, cet aspect parfois non agressif, cet aspect de capacité de stocker de la nourriture en grande quantité et de la transformer en miel qu'on peut exploiter pour une partie. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, mais ça reste une espèce avec des caractéristiques bien particulières qui consistent à s'abattre sur la plus grosse ressource de nourriture disponible, donc très intéressant. Et avant, les apiculteurs, agriculteurs qui étaient les mêmes, il y avait des ruches un petit peu de partout qui étaient disposées dans l'environnement en France. Avec la spécialisation des cultures, aujourd'hui on fait du poireau et des fraises, ou bien des pêches et des abricots, ou bien de l'apiculture. Et évidemment, quand on fait de l'apiculture, on n'a plus 2-3 ruches, mais on est obligé d'en avoir un grand nombre. Et quand on a un grand nombre, on installe ce nombre de ruches pour des questions de rentabilité et de productivité de façon regroupée. Donc quand il y en a 5, 10, 15, 20, c'est pas trop un problème dans un environnement riche. Quand on atteint plusieurs centaines de ruches, plusieurs dizaines à plusieurs centaines de ruches, ça peut poser un problème de compétition, de transmission de maladies et de modification des communautés végétales. Et donc évidemment, ça n'est que la conséquence de ce qu'on a sélectionné sur les abeilles mellifères, qu'on a du coup sélectionné pour cette capacité-là. J'en reviens en comparaison avec les poules. Traiter les abeilles, les pollinisateurs, et les abeilles a fortiori, en parlant que de l'abeille mellifère, c'est comme si vous allez voir la LPO et que vous leur parlez de poules. C'est-à-dire qu'en fait, réduire la diversité des abeilles à une espèce, qui plus est domestique, qu'on nourrit, qu'on élève, qu'on fabrique une maison, qu'on déplace, qu'on soigne,
comparé aux espèces sauvages, évidemment, ça consiste à dire que la pollinisation peut être maintenue par les abeilles mellifères, ce qui est strictement faux. C'est bien l'ensemble des 20 000 espèces, et notamment des 1000 espèces d'abeilles, 6500 mouches, 5000 papillons, etc., qui va assurer la reproduction, la pollinisation des plantes sauvages et des plantes cultivées. Donc il faut bien distinguer ces choses-là et ne pas réduire la capacité de reproduction et de fécondation, enfin en tout cas de préalable à la fécondation, de pollinisation des fleurs par l'abeille mellifère, aussi importante et indispensable soit-elle pour ses qualités alimentaires, médicinales, nutritives, etc., etc. Voilà, c'était juste pour rappeler que les abeilles sauvages sont extrêmement diversifiées, elles sortent très tôt au printemps, parfois très tard en automne. Tu as parlé du lierre qui est une ressource primordiale pour l'apiculture. Il existe une abeille qu'on appelle la colette du lierre qui ne butine que le lierre. Alors chaque fois que les gens vous disent ça, une abeille va sur une espèce de fleur, on considère le pollen, ce qui n'est pas vrai pour le nectar. Le nectar peut venir plein d'endroits, mais la colette du lierre, l'intégralité du pollen qui sert à nourrir les larves de colette du lierre vient du pollen. Et donc, essentiellement, comme Vincent l'a dit, elles sont saisonnières. Il y en a des printanières, des fins de printemps, des estivales, des automnales, et quelques-unes qui sont polyvoltines, plusieurs générations par an. Donc il y a certaines espèces comme l'halicte d'escabieuse, extrêmement commune sur tout un tas de plantes, notamment les carduées, qu'on peut trouver du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Voilà quelques-unes qui font plusieurs générations, qui sont souvent d'ailleurs des subsociales. Donc on se rapproche du sujet d'étude de Vincent. Voilà, considérez que quand on prononce le mot abeille, c'est comme quand on prononce le mot oiseau. Et que l'intégralité des services écosystémiques ou des fonctionnalités écologiques remplies par les 578 espèces d'oiseaux qu'il y a en France, du troglodyte mignon au vautour moine, ne peuvent pas être remplacées par l'installation de poulaillers de partout. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a tendance à voir parfois les abeilles en simplifiant ce monde qui est extrêmement complexe. Et encore une fois, je le précise une dernière fois, ça n'est pas un dénigrement parce que je suis moi-même fan des produits de l'apiculture, mais ce ne sont pas des espèces sauvages, elles ne remplissent pas les mêmes fonctionnalités. Mais tout ça vit ensemble, et les mesures qu'on met en place pour les abeilles sauvages sont systématiquement bénéfiques pour les abeilles mellifères. C'est le contraire qui n'est pas toujours vrai. Ouais. Bon, moi, je vais plus vous parler de mon expérience personnelle, en association avec mon épouse. Donc, nous avons une exploitation agricole de 65 hectares sur le département de la Vendée. Et très brièvement, l'exploitation étant proche de la collectivité, nous avons perdu à peu près un quart de la surface pour le développement de l'urbanisation et le siège d'exploitation. Donc il a fallu repenser le modèle d'exploitation et faire en sorte que cette exploitation familiale ne parte pas à l'agrandissement, mais puisse conserver une entité et puisse être transmissible aussi par la suite. Donc ça a été un peu le fil conducteur avec les abeilles en arrière-plan, parce que c'était aussi une envie de notre part. Et donc comment concilier agriculture et apiculture, on tenait vraiment à cet ensemble. Comment donc recréer un milieu riche en biodiversité et favorable au bien-être des abeilles. C'est donc sur cette base qu'on a créé notre cheminement. Et donc on a, sur les 65 hectares, il y a 50 hectares qui ont été plantés en agroforesterie. Donc, alors, pour la petite histoire, il y a un film qui est sur YouTube qui a été fait par Yann Grille, que vous pouvez consulter. Donc il faut taper agroforesterie, la Genetouse ou agroforesterie et abeilles, ça dure 8 minutes, mais ça présente le travail qu'on a fait. Donc l'idée de l'agroforesterie, c'était donc de planter, donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est qu'en fait, dans chaque parcelle agricole, tous les 26 mètres, on a planté une ligne d'arbres, ce qui fait une densité à peu près de 45 arbres à l'hectare, et un espace de 24 mètres linéaires entre chaque ligne d'arbres pour pouvoir cultiver facilement avec les engins agricoles. Donc l'idée, c'était de chercher une symbiose entre les arbres et les cultures, mais aussi d'apporter de la nourriture aux abeilles, autrement que simplement par les cultures. Donc aujourd'hui, ça a été planté en décembre 2015. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, que ce soit les acacias, les merisiers, les châtaigniers, les pommiers, poiriers, tout ça fleurit et donne des fleurs. Des acacias énormément cette année, parce que la floraison a duré assez longtemps. Et puis en parallèle, donc, on a replanté,
replanter 4 km de haies en complément de ce qui existait déjà. Donc on a à peu près une grosse 25 km de haies sur l'exploitation. Et ce qu'on a fait aussi dans les haies, donc nous on les laisse s'élargir, c'est-à-dire que toutes les ronces qui poussent au pied des haies, on les a laissées se développer. On a même taillé les branches basses des arbres pour que les ronces reçoivent de la lumière. Et une année comme cette année, où la floraison des ronces a duré très longtemps, c'est un apport en ressources pour les abeilles qui est très important et vraiment très intéressant. Elles adorent, puisque j'ai essayé d'aller observer quand est-ce qu'elles allaient butiner, par exemple cette année sur le châtaignier. Elles ont manifestement délaissé le châtaignier pour aller sur les ronces. Donc ça veut dire que elles peuvent choisir. On a réussi à créer cet environnement où elles ont le choix. Un autre élément important aussi, c'est que toutes les cultures sont des cultures associées. C'est-à-dire que les céréales à paille, qui sont des graminées, on associe toujours un trèfle ou de la févrole, mais chez nous, c'est principalement du trèfle blanc, trèfle d'Alexandrie, de telle sorte que sur toute la surface de l'exploitation, elles peuvent trouver des ressources aussi alimentaires. Ça a un autre intérêt purement agricole, c'est que le trèfle apporte de l'azote pour la culture du blé, ce qui fait qu'on n'apporte évidemment jamais d'engrais. Enfin, de toute façon, on est en agriculture biologique. Donc, ce que je veux bien que vous compreniez, c'est que c'est cette association, agriculture, apiculture, qui pour nous paraissait importante. Donc on n'a pas toutes nos ruches sur l'exploitation, donc on choisit des exploitations voisines. Alors bon, le fait d'être agriculteur depuis longtemps fait que je connais du monde dans l'environnement. Donc on choisit essentiellement des exploitations en agriculture biologique et avec un secteur bocager le plus possible. Alors, effectivement, ça nous fait... donc, les récoltes de miel, nous, on les récolte cadre par cadre. Généralement, il n'y a pas de grille à reine, donc on laisse le couvain se développer, ce qui nous permet de récolter... si ce cadre, il n'est pas operculé, on le laisse. Si celui-ci, il y a du couvain, on le laisse, etc. Donc, c'est un travail un peu plus fastidieux. Et mon épouse note beaucoup de choses. Elle remplit des cahiers de tout ce qui se passe pour pouvoir observer et après tirer des conclusions des observations qu'on peut faire sur les ruches. Donc aujourd'hui, nous on est assez satisfait du résultat. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que ça a permis en termes de communication, notamment auprès de la population de ma commune, puisqu'ils sont effectivement très contents de pouvoir aller se promener dans les chemins d'exploitation et retrouver une biodiversité, parce que du coup, c'est quelque chose que sans doute qu'on ne faisait pas trop attention, nous, auparavant, mais aujourd'hui, finalement, on se rend compte que le fait d'avoir mis cet ensemble pour favoriser la biodiversité, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup plus d'insectes. Par exemple, les chardons qu'on laisse pousser sur la ligne d'arbres, en les observant, on s'aperçoit que à différentes heures de la journée, c'est différents types d'insectes qui viennent, les abeilles sont là à 13h, le matin c'est les papillons, enfin c'est chacun son tour. On avait l'impression de remarquer ça. Mais en tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que le fait d'avoir posé des ruches et mis des abeilles sur l'exploitation n'a pas empêché la diversité des insectes. Donc mon épouse dit que c'est sans doute aussi parce que j'y fais plus attention maintenant qu'auparavant, c'est sans doute vrai. Mais quand même, les vers luisants, ça faisait longtemps qu'on n'en voyait plus. On commençait à en voir. Il y a du lièvre, il y a des chevreuils, du sanglier, il y a les renards. Enfin, les sangliers, on aimerait bien qu'il y en ait un petit peu moins, mais le renard, etc. Donc c'est toute une faune, en fait. Et on ne s'imaginait pas que la nature allait reprendre ses droits aussi rapidement. Et pour terminer, sur l'exploitation, donc ça a été l'occasion aussi de recreuser 6 mares sur l'exploitation. Et là, c'est pareil, la vie, la nature a repris ses droits à une vitesse incroyable. Avant de lancer le débat, je vais apporter quelques précisions. Déjà, par rapport aux mares, il faut savoir que les abeilles ont besoin d'eau, ou pour certaines abeilles solitaires ont besoin de terre humide pour faire leur nid ou pour boucher leur nid. Donc c'est vrai que l'eau est aussi une ressource importante à prendre en compte. Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure des abeilles qui sont
oligolectiques, polylectiques, c'est-à-dire qui se focalisent sur une seule ressource ou sur plusieurs. Les bourdons et les abeilles mellifères sont des polylectiques, mais obligatoires. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, les bourdons et les abeilles, de plusieurs sortes de fleurs pour avoir plusieurs sortes de nectar et plusieurs sortes de pollen, parce que le nectar n'apporte pas que du sucre, le pollen n'apporte pas que des protéines, ça apporte aussi beaucoup de sels minéraux et d'oligo-éléments. Et évidemment, c'est en proportions différentes et en catégories différentes selon les espèces. Et donc, on voit, il y a des études scientifiques qui ont montré que les abeilles préféraient, par exemple, plutôt 5 pollens de qualité moyenne en protéines, mais différents, de 5 espèces différentes, plutôt qu'un seul pollen très riche en protéines, mais qui était limité en quelque sorte en oligo-éléments. Donc la variété compte aussi autant que la masse de la nourriture disponible. Et puis, dernière réflexion sur ce sujet-là, pour ce qui concerne l'abeille mellifère, en tout cas, c'est une espèce forestière à l'origine, donc elle est très liée à l'origine à des ressources mellifères d'arbres ou du lierre qui est aussi lié aux arbres, qui sont intéressantes parce que si vous regardez un tilleul qui occupe 100 mètres carrés au sol, il a une floraison en 3 dimensions, donc beaucoup plus de fleurs que si vous semez un carré de facélie. Par contre, il y a un problème, c'est que les arbres, c'est à long terme, et on est en une période où ça change très vite le climat, et où donc, au moins pour les côtés volontaristes à long terme, on est un peu coincé parce qu'on ne sait pas ce qui va résister, ce qui ne va pas résister, et qu'est-ce qu'il faudrait planter maintenant pour que ce soit efficace dans 10, 15, 20, 30 ans, voire 50 ans pour les abeilles. Donc l'homme, malgré toute sa science, reste quand même très, très incertain sur le futur qui nous attend. Je suis complètement d'accord avec toi. Et parce que, alors voilà, c'est une remarque que j'ai faite, mais on néglige souvent les arbres et les arbustes en termes d'apport de fleurs. On pense à plantes herbacées et donc semer des jachères fleuries d'exotiques comme la facélie ou de trucs modifiés, ce qui est assez fou. Mais en plantes indigènes, les chardons. Allez voir les massifs de chardon. Alors quand je dis chardon, cirse, cardus, et même les faux chardons que sont les bardanes ou les chardons foulons qui ne sont pas du tout la même famille, les cardaires. Voilà, assez incroyable comme ça butine. Mais allez voir les menthes. C'est fabuleux, les massifs de menthe. Laissez monter un massif de menthe, vous allez voir, c'est incroyable. Et sinon, les plantes les plus attractives, c'est pas les plantes rares, c'est les plantes les plus communes. Et où est-ce qu'on trouve la plus grande diversité d'abeilles, la plus grande abondance et la plus grande force auprès des abeilles sauvages? C'est pissenlit, vipérine, ronces, trèfle blanc, bref, des plantes ultra communes. Et évidemment, la réponse, elle n'est pas dans l'ultra-diversité ou la spécificité. Ça, c'est ce à quoi viendra répondre l'environnement quand on lui aura donné les moyens de le faire. Mais en tout cas, les espèces les plus communes qui déclenchent la tondeuse, comme le pissenlit et la pâquerette et le trèfle blanc, sont primordiales pour les abeilles, notamment les abeilles mellifères. Juste ici, il y a beaucoup de lauriers. Est-ce que les abeilles... parce que je me dis que c'est des arbres qui résistent beaucoup à la chaleur. C'est-à-dire que s'il y a quelques lauriers sauces dispersés, et si elle a un champ de colza ou un verger de pommiers, elle va aller dans le verger de pommiers, dans le champ de colza, pas sur les lauriers sauces. Deuxièmement, il faut avoir à l'esprit, par rapport aux plantes adaptées à la sécheresse, que quand la sécheresse est trop importante, la première chose qui est économisée, c'est souvent le nectar. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des plantes en fleurs, mais qui vont être très peu attractifs parce qu'il n'y aura soit pas de nectar, soit il va être très épais et très difficile à utiliser par pas seulement par les abeilles d'ailleurs, par les insectes en général. Et donc le fait de dire c'est mellifère, c'est pas mellifère, c'est un peu, comment on va dire ça, un peu trop restrictif, voilà. Et troisièmement, il faut aussi se baser en termes de région d'origine. C'est-à-dire, moi, le laurier sauce, il a été planté chez moi, il n'est pas... Bon, la Charente-Maritime, c'est subméditerranéen maintenant, il pullule, ça va. Mais en tout cas, par exemple, vous allez dans la garrigue, le thym, c'est merveilleux. Vous plantez du thym du côté de... Moi, j'ai de la famille du côté de Valenciennes. Bon, les touffes de thym dans le jardin de mon oncle, c'était pas spécialement l'endroit où il y avait le plus d'insectes, quoi. Voilà, parce que il avait froid, il produisait pas ou peu, enfin voilà. Donc, c'est aussi compliqué, c'est que les plantes
doivent être comme les espèces d'insectes adaptées à leur milieu. Donc quand on sème, quand on plante, c'est pas forcément la bonne solution. Alors dans le cadre d'une exploitation agricole, ça peut l'être, mais dans le cadre d'un jardin ou d'un terrain dont on a la disposition sans avoir besoin d'en tirer un revenu, on va dire un revenu, c'est à la flore sauvage spontanée qu'il faut s'adresser, en sélectionnant les espèces les plus intéressantes, en conservant le lierre, en conservant les ronces, et puis en supprimant par exemple les exotiques qui sont aussi envahissantes comme les renouées, même si elles peuvent être très mellifères. Que pour l'abeille mellifère. Que pour l'abeille, pour le coup. Et quelques mouches, mais bon, très peu. Voilà, on a un stock de plantes locales très bien adaptées, avec des espèces d'insectes qui sont aussi très bien adaptées. Et c'est ça qu'il faut privilégier en premier. Et l'exotique, même le plus mellifère qu'on essaye de vous vendre, comme la facélie, ce qui est vrai, elle est très mellifère, mais ça, c'est une plante cultivée qui va être très mellifère s'il n'y a pas de problème d'eau dans le sol, parce que sinon, c'est la première à supprimer. C'est une plante... elle est gonflée d'eau, en fait. Les tiges tiennent parce qu'elles sont gonflées d'eau. Donc dès que ça manque d'eau, ça flétrit. Et donc le nectar va être supprimé dès le début. Enfin, voilà. Donc il faut, en tout cas nous comme entomologistes, pas comme agriculteurs, c'est différent, mais nous comme entomologistes, c'est vraiment la flore sauvage locale qui nous semble importante à mettre en avant, et les espèces pérennes plutôt que les espèces annuelles ou bisannuelles. Les espèces pérennes, donc arbres, arbustes ou vivaces à longue durée de vie, comme peuvent l'être certaines sauges, etc. Et l'agroforesterie fabrique une forme de mosaïque d'habitat avec des arbres, des arbustes, des plantes herbacées, des espaces sauvages, comme il nous l'a dit, avec des ronces. Et pour aller dans le sens de ce que vient de dire Vincent avec des chiffres, puisque ça a été mis en évidence par l'Institut de biologie méditerranéen à Marseille, à 35 degrés, ce qui est tout à fait classique à partir du mois de mai chez vous, le thym, qui est une plante par définition xérothermophile, qui aime la chaleur et la sécheresse, supprime 50% de sa production de nectar à 35 degrés, pour éviter justement de sécher. Et donc évidemment, en important des plantes, on a ce risque qui coupe les robinets à nectar, ce qui est le cas du tilleul argenté. Et par contre, les fleurs émettent des pétales, émettent des odeurs, et les insectes tournent pour une nourriture qui n'existe plus, et ça fait des pièges à insectes. Donc voilà, et là aussi, on va chercher des plantes ailleurs parce qu'elles sont adaptées, et elles font exactement l'inverse de ce pourquoi on les a importées. Donc il faut notamment laisser de la place et du temps pour les arbres et les arbustes à la nature indigène, qui est adaptée au sol, qui est adaptée aux conditions et qui est adaptée à la faune locale. En termes de fleurs, pour les insectes adultes, mais en termes de feuilles, de racines, d'écorces, de fruits, etc., pour les larves ou pour d'autres organismes. Puisque les pollinisateurs, quand on parle des abeilles, c'est nectar et pollen, la nourriture des larves et des adultes, et ce n'est pas le cas des autres insectes. Je vais juste compléter. Ce qui est, à mon sens, important aussi, c'est justement cette diversité. C'est-à-dire que le trèfle blanc, effectivement, est très mellifère, mais donc chez nous, il y a beaucoup de trèfle blanc, mais avec la sécheresse, là, il n'y a effectivement rien à manger, malgré des surfaces importantes. Un autre exemple, c'est le sarrasin. Le sarrasin, s'il n'y a pas des conditions d'humidité, effectivement, ils ne sont pas capables d'aller chercher le nectar, ce que vous disiez, quoi. Donc, à 10h, 10h30 le matin, c'est fini, elles ne sont plus dans le sarrasin. Donc, il faut qu'il y ait autre chose. C'est pour ça que l'avantage, parmi d'autres, de l'agriculture biologique, c'est que c'est l'acceptation des adventices, pour ne pas dire les mauvaises herbes, parce que je n'aime pas ce mot-là. C'est l'acceptation des adventices. Et ces adventices sont aussi une source d'alimentation en tout cas pour les abeilles. J'observe les abeilles, j'observe pas forcément tous les autres insectes, mais là on l'a remarqué la semaine dernière sur les kénopodes. Cette année, il y a eu des levées de kénopodes très importantes et les abeilles ont réussi à aller chercher du pollen sur ces kénopodes, quoi. Donc d'où l'importance d'une diversité importante. Qui est une plante anémophile, qui est une plante dont le pollen est transporté par le vent, mais ça aussi, il y a des abeilles, et notamment les abeilles mellifères, qui ont cette grande capacité de butinage très large, sont capables d'aller récolter du pollen sur des plantes qui n'ont pas besoin d'insectes. C'est le cas pour certaines graminées, ou comme tu viens de dire, le maïs, par exemple. Et en fait, ça a été très peu étudié, mais on a des preuves que les abeilles peuvent récolter des spores de champignons. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'elles manquent de pollen et qu'elles prennent n'importe quelle poudre, puisqu'on a remarqué, par exemple, qu'elles étaient capables de stocker dans leur pelote de la poudre de charbon ou de
voilà, des poudres sans aucun intérêt alimentaire, mais il semble que quand elles sont en manque de pollen, elles cherchent un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, pour ce qui est des spores de champignons, on ne sait pas s'il n'y a pas non plus un aspect automédication, en quelque sorte, immunité sociale, qui amènerait un plus à la ruche en termes de santé, un plus à la colonie en termes de santé. Donc ça montre bien le côté, la diversité. Même les champignons peuvent être intéressants pour les abeilles, pour les insectes en général. D'ailleurs, les champignons sont très souvent, mais j'ai un voisin cueilleur de champignons, il râle toujours après les mouches qui mettent des asticots dans ses champignons préférés. Donc voilà, le fait de laisser de la diversité végétale sous toutes ses formes, ça immédiatement a un aspect sur tous les insectes qui eux-mêmes nourrissent beaucoup d'oiseaux, de vertébrés, etc. Donc c'est toute la pyramide alimentaire qui est reconstituée. Le fait qu'on favorise aussi de cette manière les pollinisateurs, ça va donner une meilleure pollinisation, y compris des arbres et arbustes sauvages, ce qui fait qu'il va y avoir une plus grosse ressource en baies et en fruits pour les oiseaux, pour certains mammifères, et donc c'est vraiment ce qui fait que par exemple il y aura plus de certains rongeurs, ce qui fait qu'au-dessus il y aura plus de chouettes, il y aura plus de renards. Donc c'est toute la biodiversité, c'est toute la pyramide alimentaire qui est reconstituée en fournissant de nouveau une végétation variée à la base. Juste parce qu'il là, Vincent l'a laissé sous-entendre, mais je ne sais pas si vous avez conscience de ce que représente la pollinisation. C'est le transport d'un grain de pollen d'une fleur mâle à une fleur femelle d'une autre fleur de la même espèce. Très bien, ça c'est la définition. Mais une bonne pollinisation, ça fabrique des gros fruits sucrés, résistants aux maladies, qui tombent après les autres et qui se conservent mieux. C'est pas juste un fruit, la pollinisation. Une mauvaise pollinisation, vous avez une pomme déformée. Une mauvaise pollinisation sur une fraise, vous avez un truc qui ressemble à rien. Et donc la pollinisation, au-delà de la reproduction des graines, c'est aussi la qualité nutritive en termes d'agriculture, en termes de minéraux, de quantité de sucre, et je vous dis, de maintien sur l'arbre et de conservation pendant la contre-saison. Donc ça a vraiment un intérêt multiple en termes de production agricole. Et là, je surenchéris sur quelque chose qui est plus mon domaine, la nature, le fait que la nature se reproduit grâce aux insectes, mais en termes d'agriculture, c'est la quantité et la qualité qui sont en question. On a une nouvelle question juste là. Moi, j'aimerais savoir quel est le volume, est-ce que vous savez quel est le volume, la masse d'abeilles à miel et d'abeilles solitaires sur Terre? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, par exemple, plus d'abeilles solitaires sur Terre que d'abeilles à miel? Et juste une petite remarque, ça c'était un directeur, un responsable de musée à Toulouse, à Bordeaux-Rouge, qui me disait que l'eau était très importante pour nourrir et pour hydrater les racines des arbres à l'intérieur, dans la terre, mais qu'elle était également très importante à l'extérieur, au niveau de l'humidité. Voilà, c'est juste une remarque. Oui, dans un contexte d'air très sec, c'est beaucoup plus difficile pour les insectes de butiner le nectar qui s'évapore très vite que dans un air humide. Par rapport aux proportions, l'insecte le plus commun en France, c'est de loin l'abeille mellifère, parce qu'il y a les ruches. Si on regarde les densités, on n'a jamais étudié, c'est fou, mais on n'a jamais étudié l'abeille mellifère comme espèce sauvage en Europe. Ça commence juste au XXIe siècle. Du XVIIIe siècle, début de l'entomologie scientifique, à la fin du XXe siècle, on ne les a jamais étudiés dans la nature, on les a toujours étudiés dans les ruches. Donc on ne sait pas quelle a été la densité au XIXe, au XVIIIe siècle de ces colonies à l'état sauvage. Le peu d'études qui ont été faites récemment nous donnent entre 0,1 et 1 colonie au kilomètre carré. Ce qui ferait pour 550 000 km² en France, entre 55 000 et 550 000 colonies. À mon avis, c'est plus près de 55 000, parce que une colonie au kilomètre carré, c'est en Amérique du Nord, où l'espèce est introduite. Donc on sait que le frelon asiatique, par exemple, il a eu beaucoup plus de densité en France qu'il en a dans sa région d'origine en Chine. Donc, allez, de l'ordre de 100 000 colonies sauvages en France. On est... Pour 2021, on est à 1 800 000 ruches déclarées. Donc, en gros, 2 millions de ruches. Donc, vous voyez, 100 000, 2 millions, c'est 20 fois plus. Donc,
l'abeille est de loin plus nombreuse que les abeilles solitaires, ou même que les bourdons. Si c'était en densité normale, à 100 000 colonies, c'est difficile à estimer, mais l'abeille mellifère serait de toute façon l'abeille la plus commune en nombre d'individus. Et si on pense en termes de forêt vierge, enfin forêt équatoriale, la densité des espèces coloniales vivant en société, fourmis, termites et beaucoup plus faiblement abeilles, représente 60 à 70% de la totalité de la biomasse des insectes. Donc le fait de vivre en colonie, ça donne vraiment un plus en termes de nombre d'individus, donc de densité. Donc les pauvres abeilles solitaires sont évidemment écrasées par cette masse. Hugues connaît bien le problème. Oui, mais sans avoir la réponse. Parce qu'il y a une espèce mellifère en Europe, on prend l'Europe, et 20 000 espèces d'abeilles sauvages, dont l'essentiel sont solitaires et de façon beaucoup plus sporadique. Les femelles vont pondre 5 à 20 bébés, alors que l'abeille mellifère en pond 2000 par jour pendant toute la période d'activité, se repose un peu l'hiver. Et 2 millions de ruches fois 40 000 individus, ça fait un paquet de bestioles. Et donc je ne me rends pas compte en nombre. Cela dit, 70% des espèces sont solitaires, mais il reste des bourdons, 46 espèces de bourdons, dont une dizaine de coucous, mais 35 espèces de bourdons coloniaux, avec quelques centaines à 1000 ou 2000 individus pour les plus grosses colonies, un peu moins quoi. Donc on est loin des 40 000. Les lasioglossums et les halictus qui peuvent avoir des colonies à quelques dizaines ou une petite centaine ou 200 individus pour les plus grosses colonies, on est loin des 40 000. Mais tout ça mis bout à bout, je ne sais pas, je ne suis pas capable moi de dire, je ne sais pas si les calculs ont été faits, probablement il y a des gens qui s'amusent à calculer des trucs très étonnants, je ne suis pas capable de dire s'il y a plus d'individus ou si la biomasse est supérieure. J'en ai aucune idée. Par contre, pour faire le lien avec tout ce qu'on raconte en termes de ressources alimentaires, la plus grosse biomasse, tout confondu, de tout le vivant sur la Terre, c'est largement les plantes. 82% de la biomasse terrestre, c'est les plantes. 13%, c'est les bactéries. Et 5% restants, c'est les champignons et les animaux. Et quand je dis les animaux, il y a des baleines, des rhinocéros et des girafes dedans. Donc l'essentiel de la biomasse sur Terre, ce sont des plantes. Les plantes, c'est ce qui fait fonctionner le sol, et ça fonctionne à partir du sol. C'est ce qui fournit des feuilles, des fleurs, de l'évapotranspiration, de l'ombrage, de la matière organique, de la nourriture. Bref, on a une réponse à apporter dans les végétaux, et je vous inviterai, quand vous sortirez, à voir le nombre d'espaces qu'on a ravagés ici, comme de partout en Provence, et comme dans le reste de la France. Au lieu d'y planter des espèces, on rabote tout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de feu, alors qu'en fait, c'est la quantité d'eau, d'humidité dans les plantes et dans le sol qui va limiter le feu, et c'est exactement en faisant l'inverse de ça. Oui, moi je voulais vous poser cette question, vous avez à peu près répondu à moitié. L'impact des ruches que nous mettons en milieu floral sur le plateau de Valensole pour faire du monofloral, est-ce qu'il y a un impact vraiment sur la biodiversité en général, localement plutôt? Et la deuxième question, les ruches en ville, est-ce que vraiment aussi il y a un impact sur la biodiversité? Je laisserai les ruches en ville à Hugues, qui a étudié ça dans l'agglomération lyonnaise. Pour ce qui concerne la transhumance, c'est un problème de l'Union européenne dirait de concurrence déloyale. C'est-à-dire que si on réfléchit en termes de colonies fixes, finalement, chacun se débrouille, et puis, voilà, quand il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de ressources, etc. La transhumance, c'est on va amener massivement des butineuses à un endroit qui va faire concurrence au local, et puis quand il n'y aura plus de ressources, parce que la culture aura fini de fleurir, soit on va les enlever, et elles iront se nourrir ailleurs, alors que les locales resteront là sans rien, soit on va les nourrir au sucre. Donc on va aussi leur apporter quelque chose de supplémentaire, alors que les locales n'auront rien. Donc voilà, la transhumance, outre les problèmes que ça peut avoir d'ailleurs sur la propagation des maladies, la transhumance, quand elle est massive, c'est un élément, qu'on va dire, négatif pour les autres abeilles, mais même les pollinisateurs en général, les insectes floricoles en général, parce que
Quand la ressource en nectar s'assèche trop, tout le monde en souffre. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, depuis quelques années, de plus en plus d'espaces protégés, notamment de réserves naturelles, refusent d'accueillir des apiculteurs, bien que, évidemment, comme c'est protégé, il n'y a pas d'insecticides, de pesticides, et donc c'est a priori plus sain. Voilà. Puis peut-être Jean-Marc a... De toute façon, la transhumance, c'est aussi un stress. Là, je parle vraiment pour l'abeille mellifère. C'est un stress pour l'abeille. C'est aussi un stress pour l'apiculteur. Il ne faut pas se leurrer. C'est du travail physique dur. Et je ne suis pas certain... Voilà. Nous, on a déplacé des ruches là, dans l'été parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y avait un champ de luzerne, juste à côté, rucher fixe, un champ de luzerne, mais... elle ne rentrait pas de nectar. Je pense que la luzerne n'était pas capable de dégager du nectar. Donc effectivement, on les a déplacés pour ne pas avoir à les nourrir. Parce qu'il y a quelque chose que nous, on n'arrive pas à accepter. C'est quand on voit des collègues avec le pick-up et la cuve de 1000 litres de sirop pour aller au gros pistolet distribuer. Ça, pour nous, ce n'est pas possible, quoi. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions. Donc effectivement, nous, on a fait cette transhumance là, cet été pour qu'elles trouvent du nectar. Donc on les a concrètement, on les a approchés près de cultures de tournesol. Mais ils vont retourner sur leur rucher fixe. Mais c'est du stress, quoi. Quelques remarques. Il a été mesuré qu'au-delà de 3 ruches au kilomètre carré, l'activité pollinisatrice des insectes sauvages était perturbée. Donc on nourrit des... Voilà. Imaginez un hectare avec 10 000 poules dessus. Les poules, on peut les nourrir, seulement il n'y a plus rien, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de plantes, elles ont tout gratté, et donc on leur met des graines. C'est un nourrissage artificiel. Et donc c'est ça que provoque l'explosion des ruches et la concentration des ruches. Ce qui n'est pas un problème quand elles sont diffuses. Et du coup, le miel monofloral, là, pour répondre à la question, s'il est apporté sur un champ de colza, dans une châtaigneraie, sur une floraison de robinet, bref, des choses qui sont vraiment ultra florifères, et pas forcément très naturel, je ne pense pas que la perturbation... Du coup, ces 3 ruches au kilomètre carré doivent exploser. Je ne pense pas que la perturbation soit majeure. Par contre, comme tu le disais, les amener dans un milieu naturel, dans un cœur de parc ou un cœur de réserve, où maintenant les gestionnaires commencent à refuser pour garder de l'activité pollinisatrice normale et donc une diversité de pollinisateurs, là, ça peut poser un problème. Donc je pense qu'il faut vraiment distinguer le miel de colza, le miel de lavande en Provence. Il faudrait vérifier. Moi, je ne pense pas que ça pose de problème ou de gros problèmes aux espèces sauvages. Les mettre en milieu naturel très diversifié, par coup de 1, 2, 3, 5, 10 ruches, ça doit aller. Si on amène 50 ruches dans les parcs nationaux des Cévennes, ça peut être perturbant, vraiment, quoi. Vraiment. Et l'abeille en ville, il y a Julien à Dlitsap, là aussi, qui pourrait en parler, mais c'est des miels, c'est toi qui m'avais raconté cette histoire, c'est des miels qui n'ont pas vraiment de caractéristiques, où en fait c'est du tout venant, qu'elles butinent tout, des trucs qui sont naturels, exotiques, plantés, modifiés, horticoles, et du coup elles font des mélanges qui n'ont pas vraiment un caractère. On est loin des miels monofloraux. Il y en a qui disent que c'est super bon, d'autres qui disent que c'est super mauvais. Elle peut avoir une place, pourquoi pas, si on respecte une certaine densité, mais c'est certainement pas son refuge privilégié. C'est-à-dire dire la campagne est polluée, on va mettre les abeilles en ville parce qu'il n'y a plus de traitement. C'est une forme d'aberration et de déni du combat qui a mené pour la limitation de l'intoxication de la nature. Et on n'aura pas des miels de forcément grande qualité dans un milieu qui n'est pas forcément super adapté. Par contre, ça a un intérêt en termes de pédagogie, de rôle de lien avec la nature, de visibilité des abeilles. Mais voilà, pour moi, c'est pas la solution. C'est une des solutions bancales au moment où les espaces agricoles sont intoxiqués, au moment où les réserves et les cœurs se ferment, on peut installer dans des parcs, qui plus est, avec, je vous le dis, depuis 2 ans, depuis le 1er janvier 2017, où c'est interdit de traiter dans les parcs publics, depuis le 1er janvier 2019, où tous les produits de traitement chimique sont interdits dans les jardins, et du fait qu'on a une grande diversité florale, un étalement, un jardinage, on a une ressource alimentaire assez intéressante dans les villes, en sachant que si on mesure les ressources alimentaires, le niveau le plus élevé, c'est les milieux périurbains, donc comme ici. Parce qu'on va avoir des bords de route naturels, on va avoir des champs cultivés, on va avoir des vergers, on va avoir des jardins, on va avoir des massifs de l'amande, des romarins, des pissenlits. Bref, on a cette grande diversité où on retrouve une forme très modifiée de mosaïque d'habitat. Et en termes de ressources pour les pollinisateurs et les abeilles sauvages, c'est les milieux périurbains les plus intéressants et les milieux agricoles intensifs sont les derniers. En milieu naturel, c'est évidemment extrêmement riche, mais c'est beaucoup plus diffus.
puisqu'il y a tellement de ressources, tellement de cavités, tellement d'habitats, que finalement, chercher les insectes et les abeilles dans les milieux naturels, c'est plus compliqué que chercher dans les milieux urbains et périurbains, où là, il suffit de foncer sur les patchs, les quelques patchs de fleurs ou les quelques jardins dont je vous ai parlé, où il y a des effets pièges, où ils sont attirés en masse. Et donc, on a un biais d'observation aussi, c'est que sur ces espaces, on a l'impression que ce sont les plus riches en termes d'abondance et de diversité, mais il y a un effet biais d'observation qui est aussi à prendre en compte, puisqu'elles viennent abondamment sur ces sites qui sont artificiels. Deux petites, enfin pas anecdotes, mais deux petits faits sur ce sujet pour conclure. Il y a plus de ruches au kilomètre carré dans Paris intramuros, qu'en Lozère, sachant que Paris, c'est l'endroit de France le plus artificialisé, 95% des sols bétonnés ou bâtis, enfin goudronnés, bétonnés ou bâtis, et que la Lozère, c'est le contraire, seulement 5% de sols artificialisés. Donc évidemment, il y a à chercher l'erreur, et en la cherchant, vous trouverez autre chose. J'ai personnellement observé, il me semble que c'était dans le square à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés, donc dans le centre de Paris historique, un mois d'août, il y a 5-6 ans, des abeilles venant butiner les fonds de Coca-Cola, des gobelets laissés dans les poubelles par les gens du McDo, qui venaient se nourrir au McDo d'en face. Donc on était vraiment en pénurie de nourriture. Donc le trop, c'est l'ennemi du bien. Donc les ruches en vide, oui, pourquoi pas, à condition que ça reste à dose homéopathique. Voilà. On parlait de 3 ruches au kilomètre carré, au-delà duquel ça perturbe les insectes. À Paris, on est à 7 ruches au kilomètre carré. Et on a, pareil, une corrélation établie entre la proximité de la ruche. À proximité de la ruche, les abeilles sauvages sont petites, peu abondantes, souvent, et la plupart du temps malades et peu diversifiées. Plus on s'éloigne de la ruche, plus on retrouve un niveau normal avec une taille, une abondance et une diversité normale. Et ça, c'est valable. Alors là, c'est un argument apicole, c'est valable aussi au sein de Apis mellifera, cette espèce élevée par les apiculteurs. Quand il y a une trop forte densité de ruches, le pollen qui a été pris par certaines ruches ne pourra pas être pris par d'autres ruches. Et donc ça s'était montré aussi sur la Côte Bleue par l'équipe de l'INRA d'Avignon, là pas très loin, qu'à partir d'une certaine densité, sur la Côte Bleue, là on est en dessous de 3 ruches au kilomètre carré parce que la floraison est beaucoup moins abondante, c'est très sec, on a dans un rayon de 900 mètres 44, alors excusez-moi pour les chiffres précis, 44 à 55% du pollen qui a déjà été prélevé par d'autres abeilles mellifères. C'est-à-dire que les abeilles de ruche ne peuvent prélever que la moitié du pollen dont elles ont besoin. Le pollen, c'est les protéines pour faire grandir les larves, ça veut dire moins de larves, ça veut dire des colonies moins populeuses, moins résistantes, etc. Donc au-delà de perturber l'activité pollinisatrice et les abeilles sauvages, on met en danger les abeilles de ruche en les surconcentrant. Sachant que 1 800 000 ruches, au niveau national, déclaré, donc sans compter les autres, ça donne une densité de 3,2 colonies au kilomètre carré. Donc et sachant qu'on compte là-dedans, évidemment, les zones urbaines, les hautes montagnes, etc. Donc voilà, on est... la corde est tendue à son maximum. Là, il n'y a plus vraiment d'espace pour progresser un peu. Il faut régresser. Donc... aménagez votre jardin pour donner de la nourriture aux abeilles et aux insectes pollinisateurs en général, floricoles en général. Mais s'il y a déjà des ruches dans le coin, c'est pas la peine d'en mettre une chez vous. Moi, cet aspect décroissant, il m'interroge parce que on sait qu'on n'a pas assez de production de miel pour la population française chaque année, qu'on en importe des quantités assez phénoménales. Donc là, on fait comment ? C'est le problème, effectivement, du commerce international. Normalement, ce qui est rare doit être cher, mais évidemment, ça ne peut pas être cher puisque ça vient d'autres régions du monde. Il faut savoir qu'une étude scientifique a montré que l'abeille mellifère se porte bien partout, sauf en Europe et en Amérique du Nord, c'est-à-dire les zones d'agriculture intensive les plus évoluées. Donc, les plus vieux d'entre nous ont certainement encore en mémoire, dans les années 80, la fameuse abeille tueuse américaine, une métisse, une hybridation entre guillemets, un métissage entre une souche africaine qui niche en partie à l'air libre, donc qui a développé un comportement très agressif, et puis les abeilles européennes que les Portugais avaient amenées au Brésil, mais qui étaient vraiment très mal adaptées et qui produisaient quasiment pas de miel. Donc il y a eu un mélange, enfin une expérience scientifique qui a mal tourné. Ça s'est répandu, et de 56, l'envol de quelques reines. Aujourd'hui, vous avez des abeilles dites africanisées
qui sont beaucoup plus agressives, d'où leur surnom d'abeilles tueuses à une époque, du milieu de l'Argentine jusqu'au tiers, au tiers des USA. Il faut savoir que ces abeilles se débrouillent toutes seules sans varroa, n'ont pas l'air d'être très affectées par les insecticides répandus dans les champs, et que le Mexique, qui ne produisait pas de miel, est devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux de miel grâce à cette abeille qui est très efficace pour exploiter les ressources tropicales, à une condition d'avoir des combinaisons hyper épaisses, on va dire, blindées, et de mettre les ruchers dans des endroits vraiment déserts. Parce que, en gros, une abeille européenne vous poursuit entre 50 et 100 mètres quand vous l'embêtez et qu'elle a décidé de vous piquer. Une abeille africanisée, c'est 1 kilomètre. Donc, voilà. À part quelques coureurs de demi-fond, les autres se font rattraper, piquer. Et il y a encore beaucoup d'accidents mortels parce qu'elles ont des comportements d'attaque en masse, en fait, en groupe, coordonnés, qui font que très rapidement, la dose de venin s'accumule dans le corps. Et voilà. Donc, c'était pour... Le venin n'est pas plus dangereux, c'est ça? Le venin n'est pas plus dangereux, voilà, parce que comme nos abeilles construisent dans des arbres creux ou des creux de rochers pour des questions climatiques. L'hiver, elles ne pourraient pas survivre à l'air libre, à cause du vent, à cause du froid. Et donc, elles ont un comportement adapté, puisque un petit trou dans un arbre, c'est très facile à défendre. Donc, quelques abeilles vont se précipiter sur l'agresseur en espérant le faire fuir. Là-bas, les rayons peuvent être directement sous les grosses branches d'arbres. Donc, vraiment à l'air libre. Donc là, il n'est pas question que quelqu'un s'approche à moins de 10 mètres, sinon, enfin quelqu'un, un homme, un animal, sinon il est immédiatement attaqué et piqué. Et c'est ce comportement-là, très, à la fois une attaque massive et, on va dire, un volume autour du nid beaucoup plus large pour déclencher l'agression, qui rend cette espèce très, très gênante et très dangereuse. Mais quand on l'exploite apicolement dans des conditions de sécurité suffisantes, c'est-à-dire rucher isolé et blindage pour pas que les piqûres passent au travers, ce sont des espèces qui produisent énormément de miel. Même en Guyane française, on n'en parle jamais parce que les Guyanais ne sont pas très intéressés par le miel, mais en Guyane française où il n'y avait pas d'apiculture avant l'arrivée de l'abeille africanisée, maintenant il y a une petite... on va dire une petite activité apicole artisanale dont le miel est vendu au personnel de la base de Kourou, qui est d'origine européenne, donc qui est habitué à manger du miel, alors que les Guyanais, pour eux, le miel, les Guyanais de souche, on va dire, le miel ne fait absolument pas partie de leur tradition culinaire, donc eux, ils s'y intéressent pas. Il y a de la méliponiculture, de la culture d'abeilles standard, de l'élevage, des petites abeilles qui produisent un miel, mais pas aussi imputrescible que le miel d'Apis mellifera, qu'il faut consommer assez rapidement. Mais il y a un peu d'apiculture traditionnelle. Ouais. Ouais. Ça. Juste pour compléter, ce qui s'est passé quand même avec l'effondrement des abeilles, la dégradation de l'environnement liée essentiellement à l'utilisation massive de pesticides, fait que pour les apiculteurs que je connais qui sont à la retraite ou qui approchent de la retraite là aujourd'hui, c'est que en l'espace de vraiment quelques années, leur production avec le même nombre de ruches a été divisée par 4. Donc ça explique sans doute aussi en partie du moins cette carence en volume de miel. Et puis les 30 à 35% de mortalité chaque année, c'est-à-dire que, et là ça a été 80% l'hiver dernier dans certaines régions du Canada. Imaginez, vous avez un éleveur de vaches qui a 10 vaches, il en a 8 qui meurent chaque année, ou même 3 d'ailleurs, 3 ou 4. Enfin, tout le monde, tous les vétos du coin seraient en train d'essayer de comprendre le problème. Et là, pour les apiculteurs, ça devient un travail dont on ne sait pas comment il va se dérouler dans l'année. Un tiers des colonies meurent chaque année. Donc ça veut dire un tiers du miel non produit. Évidemment, c'est mathématique. À ça, on rajoute la perte de ressources alimentaires, donc la baisse de production qu'il vient d'évoquer. Et bien en fait, il faut importer du miel. Et des miels qui sont parfois trafiqués ou falsifiés. Quoi. Sachant qu'en plus, on a des préférences... nationales qui font que du miel produit en France ne trouve pas preneur en France, donc il est exporté. Le français, mais le français n'aime pas le miel de bruyère, il le trouve trop sombre, trop fort, etc. L'allemand ne jure que par le miel de bruyère. Donc tout notre miel de bruyère est exporté vers l'Allemagne quasiment, où il a une cote beaucoup plus élevée qu'en France. Par contre, le français raffole du miel de sapin,
qui est, avec le miel d'acacia, de robinier faux acacia, celui qui vaut le plus cher au kilo, à ma connaissance. Et le miel de sapin n'est rien d'autre qu'un miel de miellat, de puceron sur le sapin. Ce qui me fait toujours dire, alors ça c'est quand je fais des animations avec les enfants qui adorent le miel, de leur dire qu'en fait le miel de sapin c'est du pipi de puceron vomi par les abeilles. Voilà. Mais ça vaut très cher. Donc il vaut mieux manger des œufs de poule parce qu'au moins on sait d'où ça vient. Ah non, mais de toute façon, le vomi d'abeille aseptise tout, donc c'est très bien. Simplement, bon, c'est comme certaines spécialités culinaires. Quand on sait d'où ça vient, ça dégoûte un peu, mais quand on les mange, on trouve ça très bon. Voilà. Donc, c'est... Ah, non. Oui, bonjour. Alors, pas en rapport à l'alimentation, mais par rapport aux antennes relais, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Parce que la disparition des ruches, est-ce qu'il y a une relation établie ou pas du tout? Les antennes relais, les ondes, tout ça. C'est très discuté. Ce que je peux dire d'une manière intuitive, c'est que l'endroit de France où il y a le plus de ruches au kilomètre carré, c'est Paris, et c'est aussi l'endroit de France où il y a le plus d'antennes relais du téléphone portable. Donc, personnellement, je ne vois pas de rapport direct de cause à effet entre l'un et l'autre. Maintenant, il y a le problème de la 5G qui se développe. C'est trop récent, je ne peux pas dire. Je n'ai pas vu passer d'informations là-dessus. Par contre, il y a d'autres éléments qui tendraient à prouver que les abeilles sont quand même électrosensibles et qu'elles réagissent. Il y a donc des apiculteurs, par exemple, qui travaillent sur les nœuds de Hartmann et qui ne mettent pas leurs ruches n'importe où, en considérant qu'il y a des zones plus intéressantes pour les abeilles, etc. Je m'y suis intéressé à une époque, mais je n'ai pas la capacité de... Je suis pas un bon détecteur, donc je peux pas travailler là-dessus. Donc je peux pas vous dire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors après, on se base souvent par rapport aux abeilles sur une étude faite en Allemagne dans les années 90, à l'époque où les téléphones cellulaires, c'était des gros machins là, et où donc l'émission d'ondes était vraiment très forte. Et l'Allemand avait mis les téléphones cellulaires dans les ruches. Donc on avait vraiment là une saturation en ondes qui fait qu'il y avait un effet effectivement sensible. Quand ça a été reproduit avec des téléphones plus modernes, donc beaucoup plus économes en ondes, ça n'a pas été retrouvé. Donc oui, il y a de l'électrosensibilité des abeilles. Je ne pense pas que pour l'instant, le réseau de téléphonie mobile soit une cause, ou en tout cas une cause importante de mortalité. Celle-ci se trouve, pour moi, beaucoup plus dans la disparition de la flore sauvage, dans effectivement la pression en pesticides, dans le changement climatique, qui fait que sont de moins en moins, les plantes sont de moins en moins adaptées à la région, les abeilles sont de moins en moins adaptées au climat, etc. Il ne faut pas oublier que la cire, c'est quelque chose qui commence à devenir mou à partir de 63 degrés. Donc quand vous avez 42, 43 degrés dans certaines zones, tout ce qui n'est pas à l'ombre, à mon avis, ça s'effondre à l'intérieur et ça tue les colonies. Donc voilà. Alors par contre, en termes de perte de sensibilité gustative et de désorientation, là on a des éléments sur les insecticides qui produisent ces effets-là, et notamment les néonicotinoïdes, parfois 10 ans après leur émission. Et dans néonicotinoïdes, vous aviez remarqué qu'il y avait nicotine, et donc les fumeurs comprendront ce que je vais dire. Une fois que les abeilles ont goûté des néonicotinoïdes, elles recherchent les fleurs traitées aux néonicotinoïdes. Elles deviennent addictes à la nicotine, enfin à la pseudo-nicotine. Donc c'est assez terrible. C'est qu'une fois qu'on les a intoxiquées, elles vont en mourir, quoi. Juste pour compléter, généralement, quand on va sur les ruchers, le téléphone, il reste dans la voiture. Et c'était là au printemps, du coup j'avais le téléphone avec moi, il a sonné, je l'ai pris dans la main, et là il y a plein d'abeilles qui sont venues se poser sur le téléphone, agressives. Bon voilà, c'est la seule petite anecdote que je peux... Donc c'est quelque chose que vous pouvez sans doute aussi essayer, voir si c'est quelque chose de marqué à chaque fois. Bon, là c'est juste une anecdote pour dire. Oui, moi je voulais revenir sur le miellat. Le miellat de pin, le miellat de sapin. On sait que les abeilles hivernent mal avec le miellat. Et le miellat se développe plus lorsqu'il y a un climat sec.
Et avec la sécheresse qui va augmenter les années à venir, est-ce qu'on peut prévoir qu'il va y avoir plus de production de miela et donc des hivernages sur miela qui seront très mauvais? Est-ce qu'on peut anticiper ça? Oui et non. Il faudrait connaître la réaction des pucerons au changement climatique parce que pour eux aussi, ça peut poser des problèmes de reproduction ou de survie en hiver, etc. Ce que je peux dire, c'est que dans les années 80, donc on va, au moins pour la moitié sud de la France, au sud de la Loire, vers une méditerranisation du climat. Donc, voyons ce qui se passe en Méditerranée, ce qui se passait autour de la Méditerranée avant. Dans les années 70-80, d'après une étude anglaise sur les mielas, 50 à 60% du miel produit en Turquie, c'était dû à la transhumance de 500 000 ruches sur le miela de... Alors, je ne sais plus si c'est pain parasol ou pain d'Alep, un des deux. En Grèce aussi, le miela compte beaucoup dans la zone méditerranéenne comme nourriture d'appoint pour les abeilles. Le miela de pin sylvestre aussi est connu, fait partie des listes des mielas exploités par les abeilles qui ont un intérêt apicole, c'est-à-dire dont on a récolté du miel, du miel de miela sur pin sylvestre. Sur le pain maritime, je ne sais pas. J'ai jamais vu de données à ce sujet-là. Peut-être qu'il y a quand même du miela qui est produit, mais qui n'a pas d'intérêt apicole. Donc on voit que le miela, c'est une ressource alternative, notamment en climat sec et chaud, que les abeilles y sont adaptées, ça ne s'expliquerait pas autrement, mais les abeilles méditerranéennes. Donc le problème vient peut-être des souches qui récoltent ce miela et qui ne sont pas adaptées, qui n'ont pas été confrontées à ce miela dans leur antériorité, ce qui fait qu'elles ne vont pas développer c'est probablement des questions de tubes digestifs et soit de bactéries associées, soit de capacité à produire certaines molécules qui arrivent à casser, parce que je crois que c'est lié surtout à un sucre qui s'appelle le mélito, je ne sais pas quoi, ose. Voilà, donc un miel qui est lié aux résines qui se trouvent dans la sève de ces arbres. Donc, c'est un point d'interrogation. Je ne crois pas que dans l'ouest de la France, on utilise le miela. Un point, moi qui suis un vieux de la vieille, j'ai connu la sécheresse de 76. Et en 1976, j'habitais en région parisienne, en 1976, en Seine-et-Marne, les apiculteurs ont fait une grosse récolte de miel sur le miela de blé, qui est assez peu souvent cité comme un miel apicole, mais qui montre bien que quand on dit, par exemple, on peut traiter le blé parce que les abeilles n'y vont jamais, c'est pas vrai. C'est comme la vigne. On dit, bon, la vigne, elle se pollinise toute seule, on peut traiter, les abeilles n'y vont jamais. Non, non. Les abeilles butinent la vigne, elles peuvent faire du miel de vigne. En tout cas, elles aiment bien le pollen de vigne, elles le ramassent. Et donc, si on traite en pleine floraison la vigne, il y aura des abeilles qui seront touchées. Moi, je veux juste préciser que le miela est une ressource qui est exploitée par Apis mellifera uniquement. Et donc, si on... mais c'est quelques espèces, donc ça représente quelques pour 1000. C'est-à-dire 3-4 espèces sur 1000. Donc ça reste tout à fait anecdotique en termes de nourrissage des abeilles. Même si c'est primordial en termes d'apiculture, d'un point de vue biologique, ça reste anecdotique. Les plus gros consommateurs de miela sont les fourmis. La séance est close alors. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous.